Le coup de tocsin. Et c'est le coup de tocsin de Maître Renaud Bochard. Maître Renaud Bochard, bonjour. Bonjour Roxane. Alors, vous êtes avocat, fondateur du Substract Les Chroniques Grégoriennes et auteur de Christopher Lasch, un populisme vertueux. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du retour sur les tarifs douaniers et du jour de libération et de la fin officielle de la mondialisation. C'est ça ? Oui, un gros programme en fait. C'est difficile d'échapper à la question des tarifs qui a été la question vraiment essentielle au cours des des 2 dernières semaines, dont vous avez d'ailleurs abondamment parlé, notamment avec Charles Gave et Guy de Lafortelle la semaine dernière, et de façon tout à fait intéressante. Mais je voulais apporter un éclairage nouveau sur ce que veut dire ce déséquilibre profond du commerce international, de la balance commerciale américaine pour la classe moyenne américaine. Et peut-être qu'on peut passer une petite vidéo. J'avais un extrait du show de Theo Von, qui est un podcast extrêmement populaire Voilà. aux États-Unis, d'un humoriste de Louisiane, dans lequel était passé rien de moins quand même pendant la campagne que Donald Trump et J.D. Vance. Donc, passons la vidéo de Theo Von et puis après, je reviendrai là-dessus. Ouais, donc c'était l'extrait de l'émission de Theo Von, podcasteur américain, qui donne le point de vue donc depuis la classe moyenne. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et peut-être nous résumer la séquence et ce qu'il en dit exactement? Alors, ce que dit Theo Von, c'est qu'il dit si on n'essaie pas les tarifs, je pense que c'est cuit. Et Theo Von parle d'une tournée qu'il a faite récemment dans les 200 villes les plus importantes des États-Unis. Il dit que dans beaucoup de villes où il est allé, lorsqu'on arrive dans les centres-villes, on voit que tout est fermé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous avez toutes les devantures sont recouvertes de bois, sont barricadées. Parce que tout est fini. Alors, ça introduit une espèce de contradiction entre la perception qu'a l'opinion mondiale de ce qui se passe aux États-Unis, où et c'est un choix, et je vais revenir là-dessus, où pendant des décennies, les Américains ont été des bêtes à consommer. Et puis, d'un autre côté, vous avez des centres-villes comme ça, dans des villes, alors ils parlent de villes dont on n'entend jamais parler dans les médias français, en tout cas, comme des villes comme Amarillo au Texas, comme Shreveport en Louisiane, ou comme Montgomery dans l'Alabama. Ce sont des villes d'ailleurs dans lesquelles je suis allé, et je peux vous dire que c'est effectivement extrêmement sinistre. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que on a cette idée d'une nation qui aurait bénéficié, qui aurait tiré tous les bénéfices de son empire. Or, lorsque vous allez dans un grand nombre de villes américaines, il n'y a plus rien. Il y a même c'est ce qui fait la vitalité d'une vie, c'est un endroit particulièrement où on pourrait consommer, où on peut aller acheter un café, on peut aller au restaurant, etc. Eh ben non, il n'y a plus rien. Et dans des villes comme Amarillo au Texas, vous avez même là, des choses comme des fast-food, des chaînes de fast-food qui ferment leurs portes. Donc, une espèce de... Et ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas le fruit d'un accident. Cette espèce de détresse de l'Amérique du Milieu, c'est le fruit d'un dessein conscient qui est tout simplement le dessein de l'Empire. Il y a un bouquin qui est très 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 important pour comprendre comment les empires fonctionnent et comment nous sommes dans cet état de l'Empire américain qui s'étend de manière illimitée au-delà de ses frontières et qui abandonne son territoire. C'est le livre, l'œuvre d'un historien italo-américain qui s'appelait Giovanni Arrighi. Il y a un bouquin d'Arrighi d'ailleurs qui est traduit en français qui s'appelle Adam Smith à Pékin, qui date de 2007. Et dans son œuvre, Arrighi analyse le destin des grandes puissances hégémoniques à travers les siècles, que ceux de Gênes à Amsterdam, de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Et son idée, elle est simple mais puissante. À chaque fois qu'une puissance économique d'envergure mondiale arrive à maturité, elle passe d'une économie centrée sur la production à une économie centrée sur la finance.
Et dans sa phase, c'est lorsque on est en présence d'une économie financiarisée qu'on est véritablement en présence d'un empire. Le but le propre d'un empire, c'est d'extraire des tribus. Et le tribut le plus important, il est extrait de la population américaine qui est transformée en une ressource extractive, une bête à consommer. Et une bête à consommer qui finit par, à un certain moment, par quasiment ne plus rien avoir à consommer, sauf effectivement un certain nombre de produits à basse consommation qui se désagrègent lorsque, sur le chemin du retour entre le shopping mall, l'expérience d'ailleurs du shopping mall qui ressemble de plus en plus à ce que j'imagine être l'expérience de faire du shopping en Corée du Nord. Donc c'est vraiment une espèce d'abondance triste qui est induite par le statut d'empire. Et les États-Unis ne font pas exception à ces cycles que mentionne Giovanni Arrighi. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont bâti un ordre mondial qui était dominé par le dollar, par les bases militaires, par les traités commerciaux et par les multinationales. Et pendant ce temps-là, donc les États-Unis étaient la fabrique du monde, le banquier du monde et le gendarme du monde. Il y a un moment très important, qui est un moment de bascule dans le drame américain, c'est 1971. 1971, c'est le choc Nixon. Le choc Nixon, il répond à trois causes. D'une part, une crise de la balance des paiements où le dollar était surévalué, ce qui faisait que les exportations américaines n'étaient plus compétitives par rapport aux produits allemands et japonais notamment. Une pression sur les réserves d'or, notamment exercée par la France et la Suisse, vous aviez une surabondance de dollars sur les marchés étrangers, qui faisait qu'il y avait un risque qui pesait sur à l'époque, le dollar était convertible en or à 35 dollars pour une once, donc qui faisait que vous aviez un certain nombre de pays qui menaçaient de retirer leurs réserves d'or, de convertir leur dollar en or. Et puis, vous aviez un troisième élément de cette crise de 1970, c'était l'inflation et le chômage. Là-dessus, Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Chose intéressante, il impose aussi une surtaxe de 10%, qui rappelle d'ailleurs exactement ce que vient de faire Donald Trump, c'est tout à fait symbolique, sur la totalité des importations. Le but était de réévaluer les devises étrangères, notamment le yen et le Deutschmark. Et à partir à partir de 71, on entre véritablement dans la période, je dirais, impériale des États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que les États-Unis n'ont plus besoin, à partir de 1971, d'équilibrer leur commerce. Ils peuvent imprimer leur propre monnaie pour payer leurs importations. C'est à ce moment-là que le déficit devient une stratégie impériale. En gros, l'objet du bargain, c'est on importe des biens, on exporte des dollars, et le monde entier les recycle en achetant nos bons du Trésor. D'accord. À partir de ce moment-là, vous aviez eu l'idée que ce marché n'a pas toujours été accepté par la population américaine. Il y a eu un certain nombre de crises qui se sont manifestées bien avant l'élection de Donald Trump et bien avant la réélection de Donald Trump en 2024. D'abord, il faut quand même savoir que ce déficit commercial chronique des États-Unis, il s'impose par phase. En 1980, vous aviez un déficit annuel qui était à peu près autour de 20 milliards de dollars. En 2000, on passait la barre des 380 milliards de dollars. On est aujourd'hui à peu près à 1000 milliards de dollars annuels de déficit commercial américain. Et donc, ce rééquilibrage de déficit commercial des États-Unis, donc c'est une question vitale pour l'Amérique du Milieu, désormais. C'est une question vitale pour l'Amérique du Milieu. Comme le dit très bien Theo Von en disant, si on n'essaie pas les tarifs, c'est fini, c'est cuit pour nous.
Et il faut savoir que si on reprend les différentes crises, les différentes poussées de populisme aux États-Unis, il y en a une qui est particulièrement importante, c'est l'élection de 1992. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'élection de 1992. D'abord, vous aviez tout à fait dans le contexte international, vous aviez quelques années avant l'élection de 1992, en 1989, vous aviez les événements de la place Tiananmen. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, dans le cadre des événements de la place Tiananmen, vous aviez des sanctions américaines contre la Chine et même la menace d'une révocation du statut de la nation la plus favorisée de la Chine qui pesait à l'époque sur les relations sino-américaines. Quelques années, en 91, Bush dit non, on peut pas faire ça, ça nuirait à la fois à la population chinoise et la population américaine. Et vous avez à ce moment-là, dans le cadre de négociation de nouveaux accords de libre-échange, dont les fameux accords de l'ALENA avec le Canada et le Mexique, vous avez une poussée d'éruption autour de l'élection de 1992. Poussée d'éruption qui pousse d'ailleurs George Bush à devoir essuyer une primaire pour la nomination du Parti républicain, dans lequel il affronte un candidat qui s'appelait Pat Buchanan. Et Pat Buchanan menait une campagne, c'était une campagne populiste et conservatrice, axée sur le protectionnisme économique. Il s'opposait aux accords de libre-échange de l'ALENA et prônait, eh bien, je vous le donne en mille, des tarifs pour protéger les emplois américains. Sur le plan international, ce qui est très intéressant, c'est que Buchanan aussi, il adoptait une politique non interventionniste, il critiquait l'engagement américain. Je rappelle qu'on est quand même 2 ans après la première guerre du Golfe, à l'étranger, au profit d'une approche de l'Amérique d'abord. Et puis, alors bon, finalement, George Bush parvient à se débarrasser de Buchanan et à obtenir la nomination de son parti. Mais, vous vous rappelez, George Bush perd les élections en 1992 pour une très bonne raison. C'est qu'il y a un candidat indépendant qui s'appelait à l'époque Ross Perot, c'était un milliardaire texan. Et ben, je vous le donne en mille. Sur quoi faisait campagne Ross Perot, qui était le candidat d'un parti qui s'appelait le Reform Party, qui a quand même obtenu 19% des suffrages. C'est la plus forte candidature indépendante depuis celle de Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Et Perot faisait campagne sur la réduction du déficit budgétaire fédéral et sur son opposition à l'ALENA. Le grand slogan de Ross Perot, c'était The giant sucking sound of jobs moving south of the border, c'est-à-dire un grand bruit d'aspiration d'emploi vers le Mexique. Mais c'est là qu'on ça s'arrête pas là. Et c'est là qu'on retrouve les débuts de Donald Trump en politique. Ah ben, on retrouve les débuts de Donald Trump en politique quelques années plus tard quand même, puisque en 1992, Clinton est élu. Et que fait Clinton? Il s'empresse d'abord de signer les accords de l'ALENA qui avaient été négociés par l'administration Bush. Et puis, surtout, Clinton, il prépare l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et je rappelle quand même que le statut de nation, de la nation la plus favorisée de manière permanente est accordé dans les derniers jours du mandat de Clinton, en novembre 2010, dans le cadre des négociations de l'entrée de la Chine à l'OMC, qui visait à pérenniser le statut de la nation la plus favorisée au profit de la Chine, et en fait de permettre à la Chine de bénéficier de tarifs extrêmement bas. Chose intéressante, en 2000, vous avez une bataille pour la nomination du parti Reform Party qui avait été créé par Ross Perot, recréé par Ross Perot, et les candidats à la nomination du parti Reform Party étaient Pat Buchanan qui emporte la nomination et qui finit quand même par avoir 0,4% des suffrages. Mais contre lui, vous aviez Jesse Ventura qui était un catcheur, qui était gouverneur du Minnesota. Et puis, je vous le donne en mille, Donald Trump. Donald Trump, c'est donc la question des tarifs, c'est quelque chose c'est vraiment un creuset pour Donald Trump. Donc, vous avez ça fait partie des 2 piliers de son programme politique depuis l'annonce de sa candidature.
Oui, en 2015, il y a deux grands piliers lorsque Trump apparaît dans la Trump Tower et se déclare candidat à l'investiture du parti républicain. Il y a deux grands piliers dans le Trumpisme. Il y a la lutte contre la sécurisation de la frontière sud, donc la lutte contre l'immigration incontrôlée. Et puis, le rééquilibrage du commerce, de la balance commerciale américaine. Ce sont les deux piliers du Trumpisme. Donc, c'est pas surprenant qu'on ait aujourd'hui un Trump qui applique ce qu'il a toujours promis. Et alors, je fais encore un retour en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que le thème des tarifs n'a pas disparu après 2000. C'est pas quelque chose qu'on retrouve d'abord. Je rappellerai qu'en même temps, en 2000, il y avait un autre candidat qui là était un candidat de la gauche populiste qui s'appelait Ralph Nader. Or, je vous donne en mille sur quoi faisait campagne Ralph Nader. Eh bien, sur une réduction de l'importance des entreprises transnationales dans la politique américaine, sur un rééquilibrage du commerce international, y compris par l'utilisation de tarifs douaniers. Quelques années plus tard, en 2005, puis en 2008, Bernie Sanders demandait, Bernie Sanders, la voix du populisme de gauche qui s'exprime à partir de 2016, mais c'est quelqu'un qui était présent dans la politique américaine depuis longtemps. Il demandait la révocation du statut de nation la plus favorisée qui protégeait les importations chinoises. C'est tout à fait étonnant de voir Bernie Sanders maintenant dire que les tarifs douaniers de Donald Trump sont une taxe sur les Américains et dire que ça nuit au quotidien des Américains en les privant de l'accès à des biens de consommation à bas coût. Donc vous aviez, il faut savoir, Nader, ça a été donc c'est le populisme, la figure du populisme de gauche avant que Sanders prenne le dessus en 2016. Chose est tout à fait étonnante, Matt Taibbi et Walter Stern ont exhumé un document qui me paraît tout à fait intéressant, qui est une conversation entre Ralph Nader et Pat Buchanan qui se produit en 2011. 2011, c'est après la crise de 2008. 2011, c'est en plein pendant le mouvement Occupy Wall Street. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, dans le mouvement Occupy Wall Street, il y avait aussi cette critique du pouvoir démesuré des entreprises transnationales sur la politique américaine et une demande de rééquilibrage de la relation commerciale déséquilibrée des États-Unis avec le reste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans cette discussion un accord entre Nader, qui incarne le populisme de gauche, et Pat Buchanan, qui incarne le populisme plutôt nationaliste, sur le fait que les revendications du mouvement Occupy Wall Street sont fondées. Et à partir de 2011, c'est le grand tournant woke. Parce que on a senti le vent du boulet. La pire des choses qui ait pu se produire, c'était une sorte que les forces du populisme de gauche et les forces du populisme de droite se joignent. Donc, à partir de ce moment-là, on commence en fait à assigner les gens à des identités raciales, à des identités sexuelles, etc. On voit véritablement le mariage de l'administration à l'époque Obama et du Parti démocrate avec cette espèce d'idéologie woke, ce qu'on appelait à l'époque le politiquement correct, qui existait et qui sévissait principalement sur les campus américains depuis les années 80. Donc, le wokisme, c'était une façon de vouloir contrer la question précisément du rééquilibrage, en particulier de la relation commerciale déséquilibrée des États-Unis avec le reste du monde. Donc le wokisme est utilisé pour contrer cette dynamique de volonté de rééquilibrage, quoi. Pour contrer une révolution populiste, qui est une révolution transversale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que l'establishment traditionnel des partis a complètement perdu la main.
Pour le Parti républicain, il est conquis par l'aile populiste qui est incarnée par Donald Trump. En 2016, je rappelle quand même aussi, la performance de Bernie Sanders est tout à fait surprend tout le monde dans l'establishment. Même si Bernie Sanders, à la suite de ça, s'aseptise et devient une espèce de porte-parole d'une majorité woke. Mais dans le cadre de l'élection de 2016, Bernie Sanders, il était assez fidèle à ce qu'il avait été pendant plusieurs décennies, à savoir un populisme plutôt ouvrier, en quelque sorte, quelqu'un qui voulait rééquilibrer notamment le commerce international, de la relation commerciale déséquilibrée des États-Unis avec le reste du monde. Donc, là, on est véritablement avec ce qui se passe depuis l'annonce du jour de libération, on est dans quelque chose d'extrêmement profond. Et quelque chose d'extrêmement profond, comme le passage de Theo Von l'indique, c'est quelque chose que beaucoup d'Américains souhaitent, d'imposer des tarifs pour faire revenir une industrie, même si tout le monde est assez circonspect sur l'effet magique que pourraient avoir les tarifs, mais je pense que les Américains sont prêts à souffrir, sont prêts à des peines, à des compromis, dans l'idée de mettre un terme à ce programme corrompu qu'est la mondialisation. Et donc, et on va devoir conclure. Merci Renaud Bochart pour ce rappel historique. En tout cas, on l'a bien compris. Les Américains donc sont prêts à souffrir peut-être pour quelques années, le temps de stopper cette perspective et de mettre fin justement du coup à ce déficit commercial. Merci beaucoup Maître Renaud Bochart et à la semaine prochaine. Merci Roxane. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.